Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital, afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et de vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Cette semaine, je suis plus que ravie d'accueillir Caroline Jurado. Pour celles qui ne la connaissent pas encore, Caroline est coach en vente auprès de CEO de start-up. Et elle est aussi l'auteure d'une newsletter sur la crypto-monnaie. Et bien moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit génial, une femme qui sait vendre, qui parle de crypto-monnaie et qui en plus est l'une des rares dans le paysage entrepreneurial à avoir réussi à monétiser sa newsletter. Il fallait absolument que j'en sache plus et que je le partage avec le plus grand nombre de femmes. Parce qu'il faut le dire, l'investissement, c'est essentiellement un univers masculin. Et un univers où on ne comprend pas toujours le jargon trop pointu, à croire que cela est fait exprès. Mais ce qu'a réussi à faire Caroline, c'est justement de vulgariser le sujet, et du coup, ça donne 50% de femmes inscrites à sa newsletter. Alors au menu de cet épisode, dans la première partie avec Caroline, on va découvrir ses conseils pour apprendre à vendre et comment vendre. D'ailleurs, elle propose également sur son site closingbaby.com des formations pour apprendre sa méthode de vente en B2B. Puis dans la seconde partie de l'épisode, elle nous raconte comment sur un simple hasard, elle a lancé sur TikTok son compte sur les crypto-monnaies et comment cela l'a amené à créer une newsletter, les cryptos de Caro, qui compte aujourd'hui plus de 15 000 inscrits. Elle nous dit aussi comment elle a réussi à la monétiser. Et j'ai profité aussi de cette interview pour lui demander des conseils pour se lancer dans la crypto-monnaie quand on n'y connaît rien comme moi. Alors vous allez l'entendre, il n'y a pas besoin de démarrer avec beaucoup d'argent et avec Caro, ça a l'air très très simple. Avant de laisser place à Caroline, je vous demandais juste de prendre une minute s'il vous plaît pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Ça m'aide énormément et ça donne de la visibilité à ces femmes extraordinaires. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour. Trop contente de t'avoir sur le podcast. Ouais, je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'avoir une femme dans le domaine de l'investissement, donc ça va être cool, on va en parler. Alors pour celles qui ne te connaissent pas, je vais te demander déjà de commencer par te présenter, s'il te plaît. Ouais, carrément. Donc je m'appelle Caroline, je dirige 2 business que j'ai créés. Le premier, c'est une école de vente pour start-up qui s'appelle Closing Baby, que je dirige depuis un peu moins d'1 an. Et le second, c'est un média sur les cryptos qui s'appelle les cryptos de Caro, que j'anime depuis aussi un peu moins d'1 an. J'ai tout lancé en même temps. En même temps. Tout est arrivé en même temps. Exactement. D'accord. Justement, est-ce que tu peux, alors moi je pensais qu'en première partie, parler un petit peu de la vente, justement, sur ta première activité. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenue une pro de la vente? Ouais, alors ça, je peux te le dire parce que je suis devenue une pro de la vente en faisant toutes les erreurs au monde qui existent. Parce que j'ai monté une start-up il y a un peu plus de 5 ans, je crois maintenant, qui était un SaaS, donc un logiciel que je vendais en B2B, donc aux entreprises. Et j'étais pas du tout vendeuse, et puis c'était la première fois que je montais une boîte en plus. Et du coup, j'ai dû apprendre à vendre pour que ma boîte survive, disons. Et Ouais, t'avais pas le choix. franchement, j'avais pas le choix. Et en fait, je faisais tellement d'erreurs. C'était du délire. Je comprenais pas du tout pourquoi est-ce que mes cycles de vente s'arrêtaient, qu'est-ce qui se passait. J'étais absolument pas en maîtrise. Mais pourtant, je voyais qu'il y avait un besoin, tu vois. Donc, je me disais, c'est pas une histoire de besoin ou de produit. Je sens qu'il y a un besoin et qu'il y a un produit, mais c'est moi, en fait, qui foire. C'est moi qui ne maîtrise pas le cycle de vente comme il faut pour que ça fonctionne. Et du coup, je me suis formée, mais alors dans tous les sens. J'ai pris toutes les méthodes qui existaient. Et en fait, j'ai utilisé chacun de mes rendez-vous, chaque interaction avec un prospect pour en faire une analyse et me dire, OK, là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on remet en question les choses, etc. Et quand j'ai trouvé une méthode qui marchait, tu vois, on galérait à faire genre 60 000 € de chiffre d'affaires annuel. Et quand j'ai trouvé une méthode, on est passé hyper vite à 300 000, puis 1,5 million. C'était vraiment un truc qui a permis de scaler. Ça m'a permis de revendre ma boîte au leader de mon marché. Et après, j'étais head of sales pour cette entreprise-là pendant presque 2 ans, ce qui m'a permis aussi de déployer la méthode sur une équipe, de voir comment ça se passe. Et en fait, j'avais tellement de gens autour de moi, des entrepreneurs, qui me posaient des questions sur ça, qui me demandaient de l'aide, que je me suis dit que, en fait, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et donc, c'est devenu Closing Baby.
D'accord. C'est comme ça que tu es devenu coach pour entrepreneurs, CEO de boîtes, de start-up. Exactement. Et c'est quoi justement cette méthode que tu as trouvée qui a fait que ça a décollé, que ça s'est passé au stade supérieur? Ben, en fait, c'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est plutôt que sur chacun de tes points de contact avec ta cible, avec ton prospect, c'est super important de identifier tous les irritants, savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses, faire en sorte de faire agir l'autre quand il le faut au bon moment, et de lui demander des choses et de pas en fait donner quand la personne te demande, mais donner quand c'est important pour le cycle de vente, et donc de savoir chaque élément, pourquoi tu le fais, etc. Donc c'est plutôt ben disons que en temps normal on vend un peu les yeux fermés, on est totalement dans le brouillard, et là c'est dire ok, en fait ouvre les yeux, regarde tout ce qu'il y a face à toi, c'est utilisable et ça a un impact. Et donc, il faut les connaître et il faut mettre en place des choses. D'accord. Bah, du coup, si on prend un cas concret, donc moi, je suis par exemple, on va dire nutritionniste, et je veux aller prospecter tous les grosses boîtes pour proposer des formations justement pour apprendre par exemple aux salariés à mieux manger, plus sainement, etc. Parce que c'est aussi un enjeu de plus en plus en ce moment. Donc, comment tu me conseillerais d'aller chercher, bah, déjà premièrement, d'identifier les leads, mes bons clients, et comment les prospecter? Alors là, bah, du coup, c'est autre chose, hein. La prospection, c'est vraiment un autre sujet que le Ah, cycle de vente. Mais déjà, comment les prospecter, puis ensuite comment les vendre en fait concrètement. non, je comprends. Alors après, enfin, faut que tu saches que moi, la prospection, c'est pas mon cœur business. Donc, je sais à peu près comment faut faire, mais c'est pas sur ça que j'ai une très grosse valeur ajoutée. Sur identifier ta cible, l'idée, c'est que utiliser les ventes que tu as déjà réalisées pour te poser les questions, de dire, ok, quelles sont les entreprises avec lesquelles finalement le cycle de vente était assez simple. Quelles sont les entreprises qui ont tout de suite vu la valeur que j'avais apportée, avec lesquels D'accord. j'ai pas eu à me battre pour qu'ils comprennent que c'était important. Et, euh, et du coup, aller à partir de là faire comme une fiche identité de tes meilleurs clients pour y aller. Dans mon cas, par exemple, pour parler très concrètement, je vendais à des entreprises et à un moment, je me suis rendu compte que les entreprises qui avaient moins de 200 collaborateurs, eh bien, j'avais un cycle de vente qui était aussi long que pour les entreprises qui avaient plus. Sauf que j'allais vendre un panier de chiffre d'affaires qui était beaucoup plus bas que ce que je vendais d'habitude. Par exemple, j'allais vendre un truc à 5 000 balles alors que mon panier moyen c'était 30 000 euros. Ouais. Mais le cycle de vente était le même. Je vendais un panier moyen qui était beaucoup plus bas et en plus de ça, après, dans l'exécution du travail, c'était horrible parce qu'il me demandait énormément de choses. Donc en faisant le calcul, je me suis dit, ben en fait, ça, c'est pas ma cible. Toutes les entreprises à partir de maintenant qui sont dans cette situation, je fais le choix, moi, de les sortir de mon process de vente parce que je veux me concentrer sur les entreprises sur lesquelles le temps de vente est le plus court possible pour un retour le plus important possible. Donc c'est un peu ce truc-là, de déjà commencer par D'accord. dire, ok, en fait, il y a des gens, ça sert à rien de te battre pendant 8 mois pour vendre un truc où derrière tu vas pas vendre cher et où en plus ça va être impossible à, Ouais. tu vois, Ouais, tu seras pas bénéficiaire, quoi. Tu seras presque perdante parce que tu auras fait plus de boulot. Mais c'est ça, et tu t'en rends pas compte parce que tu calcules pas comme ça, mais en réalité, c'est ce qu'il faut faire parce que si tu te D'accord. concentres sur les meilleurs deals, c'est là que tu vas faire vraiment de la progression. D'accord. Ça, c'est pour la première étape. Ensuite, pour ce qui est de la prospection pure, ce qu'on dit, c'est que les gens vont avoir confiance en toi à partir du moment où ils ont entendu parler de toi sur 3 canaux différents. Donc, ça veut dire que si la personne t'a vu sur un post LinkedIn, puis qu'elle a reçu un mail de ta part, et qu'elle est abonnée à ta newsletter, ou qu'elle a reçu un message sur LinkedIn aussi, ou qu'elle a reçu un appel de ta part avec un message vocal, enfin bref, 3 éléments, eh bien, elle va se dire, ah putain, cette personne, un peu genre, elle est dans le game, quoi. Ouais. Et du coup, elle va être vraiment dans des bien meilleures conditions pour entrer en discussion avec toi. Ça simplifie énormément les ventes. C'est ce qui fait que moi, je recommande de faire beaucoup de production de contenu. C'est ce que j'allais dire, quoi. Du contenu régulièrement pour montrer un peu notre expertise. Exactement. À l'époque de ma première boîte, j'avais un blog. C'est encore, on disait des blogs à l'époque. Ouais. Mais bon, c'était en gros une newsletter, hein. Mais bon, Ouais. voilà, on appelle ça un blog. D'accord. Qui parlait de RH, justement, mais sous un angle un peu plus cool, un peu plus fun.
Et parce que je voulais attirer justement des RH qui avaient un petit œil d'innovation, parce que c'était à eux que je vendais ma solution. Et je produisais 2 articles par semaine sur le sujet, et ça m'a permis vraiment d'avoir une vraie base de gens qui étaient intéressés. Je parlais jamais ou presque de ma boîte, mais je parlais. En fait, ils savaient qui j'étais identifiée, et je leur apportais du contenu. D'accord. Donc, tu as identifié en amont, avant de créer ton contenu, tu as quand même identifié à qui tu voulais t'adresser. Et ensuite, tu as créé du contenu qui leur parlait, quoi. Exactement. Sans parler du produit. Non. Mais en montrant ton expertise sur le domaine RH. Exactement. Ce que je voulais qu'ils se disent, c'était ah tiens, quand je reçois la newsletter de Linky, donc c'était le nom de ma boîte, et ça parle de RH, mais sous un angle un peu d'innovation. C'est un peu sympa, c'est un peu fun, on passe un bon moment. Et c'est ça en fait que je voulais créer. Qui retiennent un peu ce côté fun et tout. Donc comme ça, ils ont un réflexe. Tiens, si cette personne-là parle de RH sous un angle intéressant qui change un peu, donc voilà, si je peux la contacter si je veux en savoir plus. Exactement. Donc j'avais ce point-là. Ensuite, je faisais vachement d'études, je faisais vachement d'interviews, de trucs comme ça. Donc ça me permettait aussi d'être mise en relation avec des gens que j'aurais pas pu prospecter directement. De construire un réseau, en fait. Ouais. Exactement. Donc ça, vraiment super efficace. Et après, moi, j'ai toujours été très très fan de la prospection pure par email. C'est-à-dire que vraiment te constituer une base de données email de personnes qui sont dans ta cible. Et moi, j'envoyais 2 séquences d'emailing par semaine en pur mailing de prospection commerciale. Genre, pure prospection commerciale, ça veut pas dire que tu es là pour que les gens sachent ce que tu fais, que tu donnes plein d'informations sur toi, c'est pas du tout ça. Ça, c'est des graves erreurs en termes de prospection. Prospection commerciale, ça veut juste dire que tu essayes d'obtenir un rendez-vous téléphonique. C'est ton seul objectif. Le reste, on s'en carre totalement, déjà parce que les gens le lisent pas. Et du coup, ça veut dire que c'est un mail très très simple où tu vas dire qui tu es et ce que fait ta boîte en une seule phrase, vraiment. Ensuite, tu vas essayer d'accrocher la personne avec une situation de vie qu'elle connaît. Donc, par exemple, dans ton cas du nutritionniste, ça va être genre, est-ce que par hasard, en ce moment, dans votre entreprise, vous avez des collaborateurs qui sont, je sais pas vraiment, qu'est-ce que ça serait l'enjeu par rapport à ça, mais tu vois, qu'est-ce que ça serait comme enjeu? Ouais. Qu'est-ce que ça serait comme enjeu qui se sentent... Ouais, là, il faut trouver. Ouais, tu il faut trouver. Dans mon cas, par exemple, c'était une solution de sondage des collaborateurs. Je disais, est-ce que en ce moment dans votre entreprise, vous savez ce que pensent vos collaborateurs de la politique que vous avez mis en place? Est-ce que en ce moment vous avez un turnover qui est fort, ou est-ce que vous savez identifier quand un collaborateur va mal? Donc j'essayais de poser un peu un constat sur lequel les gens se disent ah putain bah ouais grave. Par exemple si je devais faire alors en l'occurrence j'en fais pas parce que sur Closing Baby j'ai la chance d'avoir les gens qui viennent uniquement grâce à la production de mon contenu, mais si je devais faire de la prospection sur le sujet je dirais est-ce que ça t'arrive de perdre des deals et de pas savoir pourquoi, ou est-ce que ça t'arrive de travailler pendant 6 mois sur un deal et finalement de pas le signer alors que t'étais sûr que t'allais le signer. Voilà, l'idée c'est de se dire que les gens disent ah bah oui ça m'arrive, ouais ça m'arrive. Donc ça c'est vraiment ton contexte, et ensuite de faire très simplement un truc du style si c'est le cas, je te propose qu'on en parle 15 minutes par téléphone et tu proposes 2 ou 3 dates. D'accord, directement dans le mail, tu fais une proposition de date. Directement, lundi 14h, mardi 16h, parce que c'est chiant en fait. Déjà les prises de rendez-vous c'est chiant. Les gens et tu peux mettre en dessous si aucun de ces horaires vous convient, voici un lien vers mon calendrier, tu vois, c'est parfait, comme ça les gens prennent rendez-vous directement. Mais au moins si jamais tu dis si ça vous intéresse revenez vers moi, ça marche pas. Si ça vous intéresse on s'en parle la semaine prochaine, ça marche pas. Si ça vous intéresse on s'en parle lundi, ça marche pas, c'est trop vague tout ça. C'est trop vague. Il faut être hyper précis, en gros il faut leur donner toutes les cartes en main quoi. Ils ont même plus à réfléchir quoi. Exactement, c'est ce moment-là dans le process en gros, ça fait partie il y a des moments dans le process de vente où il faut rajouter de la difficulté, parce que tu dois mettre l'autre en mouvement pour qu'il avance avec toi et que tu puisses aboutir la vente.
Mais il y a des moments dans le process où, au contraire, il faut retirer tous les irritants. Le tout, c'est de savoir à quel moment tu fais l'un et à quel moment tu fais l'autre. Et notamment dans la prise de rendez-vous, il faut retirer tous les irritants. Pour qu'ils aient même pas à réfléchir et qu'ils passent à l'action. Et du coup, tu avais quoi comme retour sur ces 2 mails que tu envoyais 2 mails par semaine, c'est ça? C'était 2 séquences par semaine. C'était des séquences de 3 emails dans mon cas. D'accord. Et franchement, j'avais un taux d'ouverture qui était vachement bon. Je devais avoir genre 60% de taux d'ouverture. Donc c'était énorme. Et en taux de réponse, je me rappelle plus, mais ce que je me rappelle, c'est que ça me staffait 2 qualifications par jour. D'accord, ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, c'était intense. Ouais. Et du coup, l'étape d'après, la vente Et ben après, l'étape d'après, c'est en gros ta qualification, quoi. Ouais. Ta qualification, c'est identifier le besoin, savoir si c'est le bon moment de vendre ou pas. Ensuite, tu vas avoir toutes les étapes de construction du projet, négociation, etc. Tu vois. D'accord, ok. Quel conseil justement tu donnerais pour faire justement une bonne vente? C'est quoi tes conseils pour devenir une vendeuse de fou, quoi? Le premier point, je dirais que c'est vraiment sur ton il y a 2 éléments sur le positionnement. Le premier, c'est d'être convaincu à 100% que ton produit, il apporte quelque chose, ou ta solution, elle apporte quelque chose. Parce que si jamais tu t'es vraiment sûr au fond de toi que ce que tu fais, c'est utile pour l'autre, même si t'en es au tout début, que ton produit est pas encore idéal et que machin, mais c'est quand même utile pour l'autre, et bien dans ce cas-là, t'es pas en train de t'excuser de vendre. Ouais, ça apporte vraiment une solution, quoi. C'est ça, s'excuser de vendre, avoir conscience que, en fait, c'est gagnant-gagnant, en fait. Tu t'excuses pas. Ça te permet c'est comme quand t'es dans un entretien d'embauche, tu vois, où t'es tout stressé parce que t'as l'impression que machin, mais pas du tout, en fait. En réalité, t'es d'égal à égal. Enfin, on a autant de besoin de toi que toi, t'as besoin de l'autre. Donc, c'est normal que la relation soit d'égal à égal. Donc, déjà, il y a vraiment ce truc-là de se dire, OK, en fait, je vais pas m'excuser d'être là pour vendre parce que j'apporte une solution. Et si tu es face à quelqu'un qui n'a pas de besoin, qui ne voit pas le point de ta valeur, et ben c'est juste que tu n'es pas dans une vente. C'est pas que tu es un mauvais vendeur, c'est que si tu es face à quelqu'un qui n'a pas de besoin, c'est juste pas ta cible. C'est pas ta cible, ouais. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de se dire non, mais c'est que je convainc mal, j'ai un mauvais argumentaire, j'ai un machin. Si jamais ton process de vente il est bien fait et qu'il y a toute une partie qui est amenée à savoir si oui ou non la personne a un besoin, et qu'elle en a conscience, parce qu'il se peut aussi qu'elle ait un besoin mais qu'elle en ait pas conscience. Dans ce cas, c'est pour une vente beaucoup plus long terme. Dans ce cas, on est dans de l'évangélisation. Eh bien, dans ce cas-là, t'es pas un mauvais vendeur si tu peux pas vendre à quelqu'un qui a pas de besoin. C'est normal. Enfin, on va pas vendre des glaçons à des Inuits, c'est normal. Oui, ouais, ils ont pas trop le besoin, quoi. Voilà. Donc il y a ce premier point-là. Et le deuxième point, c'est il faut arrêter d'être focus sur soi, sur sa solution, sur son produit, sur sa vente. Il faut être focus sur l'autre. Il faut vraiment arrêter de penser résultat, mais penser chemin. C'est-à-dire étape par étape. Quel est l'objectif de cette étape? Cette étape, ce mail, l'objectif, ça n'est pas que les gens sachent que je suis super cool. Ça n'est pas qu'ils sachent toutes les offres que je peux faire avec mon produit. Ça n'est pas que, peu importe, on s'en fout. L'objectif, ça n'est que savoir si, quand je lui parle d'un enjeu, ça fait écho chez lui et que du coup, il a envie de parler avec moi. Mmh. Et donc, c'est vraiment ce truc-là, de se dire, OK, quelle est ma micro-étape là-dedans et comment je fais pour faire en sorte d'être focus totalement sur l'autre et pas sur moi. Parce que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de quelqu'un d'autre, ils ont envie qu'on leur parle d'eux. Mmh. Donc, mes grands conseils. D'ailleurs, ça fait partie, je pense, des grandes erreurs en termes de vente, parce qu'on n'est pas très bon en vente. Je ne sais pas si les femmes plus que les hommes, mais en tout cas, c'est quoi les plus grosses erreurs à éviter? Peut-être justement ce que tu disais, éviter de parler de soi. Ah ouais, mais pour moi, les hommes et les femmes sont tous nuls en vente. Enfin, déjà, tout le monde est nul en vente pour moi. D'accord. On a un gros travail à faire. Non. Mais pourquoi? Parce que peut-être qu'on ne nous apprend pas à la base, justement. Il n'y a pas de cours de vente à l'école. Exactement. Enfin, il n'y a pas de cours de vente. Et puis, les cours de vente qui existent, c'est que des trucs. Ouais, c'est basique, quoi. C'est vraiment. Puis ça reste très. Je te fais un discours à l'école, mais tu mets pas en pratique, quoi. Oui, et puis même sur le marché de l'entreprise, tu vois. Franchement, une fois, j'ai assisté à une conférence d'un gars qui disait qu'il fallait déposer des flyers. Enfin, j'aimerais dire, mais gars, t'es dans les années 80 encore. Enfin, non, pardon, mais quoi. ouais, c'est genre. Donc bon, voilà. Mais j'ai mes formations en ligne qui rappellent tout ça. Oui, t'as des formations en ligne. Ouais. En fait, je me suis rendu compte quand même que on pense tous qu'on a des problématiques qui sont très spécifiques, mais que la vérité, c'est qu'on fait tous les mêmes erreurs. Franchement.
À un moment, j'ai capté que mes coachings, c'était toujours pareil, quoi. C'est quoi qui revient le plus souvent comme erreur? Bah, déjà, tout ce que je t'ai décrit, Ouais. c'est genre, pas se concentrer sur le client, Et son problème. pas identifier si tu es dans un cycle de vente, un cycle d'évangélisation ou même rien du tout, ou du tourisme commercial. Enfin, bref, faire des démos produits qui durent des plombes, raconter toute l'histoire de sa société pendant. Enfin, bref, toutes ces erreurs-là, envoyer des devis par mail, comme ça, alors que Ouais. quelqu'un vous dit, ben, faites-moi un devis, je reviendrai vers vous. Ben, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous avez perdu votre deal. Donc, non. Déjà, si vous en arrivez à ce que la personne vous dise ça, c'est que vous avez cumulé tout un tas d'erreurs qui font que vous en êtes là. Et Ouais. si vous passez le pas, de toute façon, vous signerez pas votre deal. Donc bon, bref, tous ces éléments-là, en gros, ils sont très, 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 très communs à toutes les boîtes. Donc je me suis dit, bon, Ouais. que ça vaudrait le coup de faire genre des masterclass où je vais dire, en gros, tout ce qu'il faut faire. Vraiment, mais à la virgule près. Genre, tous les trucs qu'il faut faire, toutes les erreurs, tous les trucs à regarder. Et une fois que tu sais ça, normalement, t'as vraiment de quoi être un très bon vendeur. Et après, si t'as besoin de plus, de challenger tes deals, des machins, des trucs, on fait du coaching dans ce cas-là, y a pas de souci. Mais je veux au moins qu'ils s'en passent par là parce que quand tu sais ça, normalement, après, t'es autonome, quoi. D'accord, ok. Donc, masterclass pour devenir un super vendeur avec Caro. Ok, justement, tout à l'heure, tu parlais de contenu. Donc, du coup, pour arriver sur la partie contenu, donc toi, tu postes beaucoup. Tu disais, donc, ta newsletter, tu postes sur LinkedIn, tu as encore un blog, enfin, un blog. Alors, pour Closing Baby, tu veux dire pour la vente? Oui, pour la vente. Ouais, alors pour la vente, oui, je poste beaucoup sur LinkedIn. Enfin beaucoup. Non, je dois poster une fois ou deux par semaine Ouais, sur LinkedIn. Et en général, ce que j'essaye de faire, c'est de parler d'une situation concrète dans laquelle mes cibles potentielles peuvent se retrouver. d'accord. Pour dire, ben en fait, ah oui, putain, cette erreur-là, je la fais en vente. Ah oui, cette situation-là, je la fais. Ah oui, machin. Et ensuite d'apporter des petites clés qui sont un peu faciles à mettre en place Ouais. euh, pour, euh, pour déployer des choses. Et ça permet que j'ai beaucoup de gens qui me contactent. En fait, du coup, 100% des personnes qui me contactent, c'est des personnes qui veulent déjà bosser avec moi. Donc, moi, ce que je veux, c'est ne pas avoir de cycle de vente à faire. Je veux que les D'accord. gens disent, Donc toi aujourd'hui, tu fais plus de prospection. En fait, tu fais des posts LinkedIn où très concrètement, tu reprends les erreurs que tu vois chez les vendeurs. Enfin, ouais, toi, tu accompagnes des CEO de boîte, donc concrètement, les erreurs que tu vois en vente, mm. tu leur proposes des clés. Et grosso modo, combien ça fait un peu, combien de vues tu fais au niveau de tes posts et qu'est-ce que ça te rapporte derrière? Alors, j'ai ça, mais après, j'ai aussi une partie gratuite de formation qui est en ligne sur mon site internet. Ouais. En général, les Oui, gens je font d'abord des posts sur la formation gratuite et ensuite ils s'abonnent à ma newsletter de vente qui est tous les 15 jours et ensuite ils vont prendre une ou plusieurs masterclass et ensuite ils font les genre c'est vraiment ça, d'accord. Vraiment, t'as construit tout ton cycle Oui, je l'ai pas fait sans vouloir. volontairement, ça s'est fait un peu comme ça mais du coup, c'est ce que j'analyse maintenant. Alors, mes posts, les posts qui sont les plus niches, ils vont faire 5000 vues et les posts qui sont un peu plus grand public, ils vont faire entre 20 000 et 40 000 vues. Euh, Ah, mais c'est énorme, hein. C'est pas, enfin, c'est beaucoup quand même. ouais, mais oui, ouais, ouais. Même sur niche, quoi, 5000 vues. Et du coup, ça t'apporte sans avoir à aller chercher des clients, sans avoir de site de vente, donc Franchement, on je peux te dire, prospecte directement, quoi. j'ai l'impression qu'un post, ça fait en moyenne genre 3 personnes qui me contactent pour qu'on bosse ensemble. À peu près, quoi. Donc, ok. À peu près. Après, les posts qui sont moins niches font. Enfin, en gros, il y a d'un côté les posts niches qui font vraiment ça, genre ça fait presque de la conversion instantanée. Et les posts qui sont moins niches qui me donnent du coup de la visibilité, mais qui ça va pas forcément m'apporter directement des gens qui veulent bosser Du avec moi. business. Donc je me pose pas vraiment la question en ce sens, parce que comme j'ai assez de flux, je continue de faire ça. D'accord. Bon. Donc ça, c'est ce que tu fais depuis un an, enfin, du coaching. Ouais. Et puis, donc tu nous le disais tout à l'heure, tu as lancé en même temps il y a un an, donc du coup, je voulais passer sur la partie newsletter que tu as lancé il y a un an sur la crypto-monnaie. Mm. Ouais. Donc, J'ai lancé un média sur la crypto-monnaie qui s'appelle Les Cryptos de Caro. ouais. Qui- Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es arrivé à l'idée de créer cette newsletter? Ouais, bah oui, oui, bien sûr, je peux te raconter, hein. En gros,
En fait, donc tu le sais, je suis du coup experte en vente en B2B, donc auprès des entreprises, et j'avais vachement envie de découvrir ce que c'était que la vente en B2C. Donc la conversion auprès d'un public directement. Et j'avais pas du tout envie de me taper la honte sur LinkedIn. Je savais pas du tout quoi faire. Donc j'ai cherché un réseau social sur lequel je connaîtrais personne. Et D'accord. non, et c'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc je me suis dit, ok, tu vas tester TikTok. Enfin, de toute façon, il y a que des ados ou j'en sais rien, donc personne te connaîtra. Sauf que j'avais pas envie de parler de vente parce que j'en faisais déjà toute la journée. Donc j'ai réfléchi à un sujet. Je me suis dit, bon, ça fait... à l'époque, ça faisait déjà 1 an et demi que je m'intéressais aux cryptos, que je lisais des trucs hyper régulièrement sur le sujet, que je trouvais que c'était super compliqué, que je comprenais pas pourquoi c'était aussi compliqué, alors que quand je creusais vraiment, il fallait que j'aille lire 100 articles hyper compliqués pour comprendre un truc, et j'étais là genre, mais en fait, c'est simple, c'est quoi ce délire? Donc j'étais un peu, un peu énervée à cause de ça. Ouais. Je me suis dit, ok, on va tester les cryptos. Et donc je me suis mis un challenge, 30 vidéos en 30 jours sur TikTok pour parler de crypto. D'accord. Et j'ai été submergée de questions, de monde, c'était genre du délire. Et donc, j'étais en vrai, j'étais tellement sous l'eau, j'en pouvais plus, que je me suis posé la question de comment est-ce que tu peux répondre à tous ces gens pour qu'ils arrêtent de te poser des questions. C'est pas possible. Et donc, je me suis dit, ok, tu vas penser aux 5 questions les plus récurrentes et tu vas faire 5 mails qui vont expliquer ça. Et comme ça, tu vas créer ce truc-là et les gens vont arrêter de te faire chier, en gros. Et donc, je me suis collée un week-end et j'ai fait ça. Et je voulais utiliser un logiciel d'emailing pour faire ça. Et en fait, il se trouve qu'au moment où j'ai voulu le faire, ce logiciel-là ne marchait pas. Et donc, j'ai utilisé un logiciel de newsletter. Par hasard, tu vois. Par hasard. C'est lequel? C'est Substack? C'est Substack, ouais. Substack. Et donc, j'envoie la newsletter, la première, et puis au bout de la 3e semaine, j'ai déjà, je crois que j'ai commencé avec 300 abonnés, et la 3e semaine, j'avais plus de 1000 abonnés. Et là, je me suis dit, attends, mais c'est du délire, en fait, c'est pas du tout un truc de 5 mails, en fait, c'est un vrai truc, quoi. Ouais. Donc, j'ai continué, et voilà, 8 mois plus tard, je suis à 15 500 abonnés sur la newsletter. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. En fait, le fait de vulgariser un sujet qui semble tellement, qui de loin nous semble tellement compliqué, ça fait que du coup, les gens étaient super intéressés et ça t'a ramené à aller plus loin que juste des mails et jusqu'à la newsletter. Déjà, j'attire une population qui ne trouve personne pour lui parler de crypto-monnaie. Tu vois, j'ai 50% de ma communauté qui sont des femmes. Ah, j'allais te poser la question justement. Je voulais savoir, ceux qui sont inscrits à ta newsletter, c'est plus des femmes alors? 50%. Donc 50%, donc moitié. Donc voilà, ok. Et donc, et des hommes qui, en fait, les gens qui s'intéressent à la crypto, soit ils sont ultra underground, c'est des fans de Discord, de Twitter, ils prennent tout le jargon, ils sont un peu dans ce truc de bro club, de nous on est un peu l'élite, et puis on aime bien montrer que c'est hyper compliqué parce que nous on est plus forts. Et donc ces gens-là, ils sont parfaitement à l'aise dans cet univers-là. Et les gens comme moi, Et du coup, je me suis dit, si moi je le suis pas du tout, il y a quand même des grandes chances qu'il y a plein de gens qui soient comme moi. Tout à fait. Et donc, j'ai commencé à en parler de manière hyper simple, de manière fun. J'y intègre aussi du lifestyle. Enfin, vraiment, je veux que les gens se disent, ah putain, c'est ma pote Caro. Et puis, elle est pas cachée derrière un avatar. Elle me dit exactement ce qu'elle fait, où elle est, etc. Puis, elle me raconte des trucs et ça va pas être compliqué. Genre, vraiment, c'est genre, ça va pas être compliqué. Donc, c'est comme ça. Peut-être les 50% de femmes sont facilement identifiées, peut-être aussi à toi, en te disant c'est une femme qui nous parle et puis c'est simple à comprendre. C'est l'impression que j'ai. J'imagine que c'est ça. Puis en plus, des femmes qui parlent de crypto-monnaie, comment on sait en fait ça doit pas être évident tout le temps parce que j'ai vu quelques posts que tu as fait où tu te prends aussi des remarques ah ouais. Franchement, un peu sexistes. J'énerve tellement. Des fois, je me dis que je suis la personne la plus détestée de ce milieu-là. Ah ouais, non, mais parce que c'est un milieu d'hommes en fait aussi, donc peut-être que. C'est une possibilité qu'il y ait ça. C'est sûr que je me fais tracher que par des hommes en tout cas, mais ouais. Donc tant mieux. Heureusement qu'il y a des femmes aussi qui s'y intéressent, quoi. Oui, ouais. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où on rend l'information accessible et simple à des gens qui sont
enfin voilà, qui trouvent pas d'autres personnes pour leur apporter ça, ben elles s'affilient quoi. Et du coup, on est une communauté. Moi, je dis tout le temps dans les cryptos, tu vois, quand tu poses une question, tout de suite on va t'insulter quoi. Dire quoi, tu sais pas ça, mais t'es qu'un as, nanana. Et du coup, c'est vachement difficile de rentrer dedans. Moi, je veux que les gens puissent poser une question, mais la plus bête possible, et que ce soit genre, ok, t'inquiète, on va prendre le dos. Et c'est normal de pas savoir ça, en fait, tu débutes. Voilà. Bah justement, je vais t'en poser juste après là-dessus. Je vais juste continuer là-dessus. Je voulais savoir à quel moment, du coup, ta newsletter, tu l'as monétisée. Alors moi, j'ai attendu hyper tard pour la monétiser. J'ai attendu d'avoir 8000 abonnés pour la monétiser, alors que je pense franchement qu'au bout de 2000, déjà, je pouvais. D'accord. Mais là, Tu penses d'accord. hmm. Ok. Au bout de 2000, tu penses on peut monétiser Ouais. un contenu Oui, je suis sûre. Enfin, après, il faut quand même se... Ça dépend de son contenu. Peut-être parce que là, tu étais aussi sur un sujet qui est peut-être un peu plus spécifique, non? Je suis sur un sujet sur lequel on a du mal à réunir des communautés qui soient accessibles comme ça, où il y a beaucoup d'argent, où il y a... Enfin voilà, c'est sûr que ça cumule pas mal de critères, Ouais. mais non, je trouve que... Enfin, c'est aussi un sujet sur lequel, tu vois, les gens sont... des gens qui vont créer des Discord avec 10 000 personnes, mais en fait, il y a même pas 1% des gens qui vont dessus, donc du coup, ça sert à rien. Enfin, c'est difficile à monétiser, un truc comme ça, en fait, c'est une coquille vide. Alors que moi, c'est des gens qui, toutes les semaines, lisent ma newsletter. J'ai entre 60 et 80% d'ouverture toutes les semaines, encore aujourd'hui. Ouais. Du coup, voilà, c'est un engagement qui est très fort. Ouais, donc du coup, là, tu as tous les arguments pour monétiser ta newsletter. Ouais. Et du coup, comment justement, tu l'as monétisé? Alors, j'ai 3 canaux de monétisation. J'en ai un premier qui est vraiment un partenariat financier pur, c'est-à-dire que j'ai un partenaire qui paye pour être mentionné dans ma newsletter, donc il y a un encart, quoi, où c'est vraiment s'écrit, oui, c'est de la pub, et lui, il paye pour être là au quotidien avec moi. D'accord, à chaque newsletter. Exactement. Et ça te rapporte combien, ce partenariat? Alors, figure-toi que j'en ai parlé une fois dans un podcast et j'ai failli le perdre. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est en dehors de ma clause de confidentialité, donc je n'en parle plus. Okay. Donc, mais ça me rapporte plusieurs milliers d'euros, quoi. Ok. Et ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que au global, sur l'ensemble de mes partenariats, sur le mois de décembre, j'ai signé 10 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Sur tous tes partenariats, tu veux dire liés à la newsletter? Non, liés aux médias. Ah, aux médias, d'accord. Okay. Le média, donc c'est la newsletter, c'est la chaîne TikTok, c'est la chaîne YouTube qui s'ouvre, voilà, c'est des trucs comme ça. D'accord, ok. Et donc le premier canal, c'est vraiment ça. Ensuite, il y a les articles en partenariat. Donc là, je commence à faire ça. Donc c'est de dire l'opportunité de présenter un projet. Donc dire c'est un article en partenariat avec un tel. Et du coup, de rédiger l'article comme ça. Et sur les cryptos de Caro, c'est ça? Ouais. D'accord. Et ensuite, mais ça, je le fais vraiment assez rarement quand même. Enfin, là, je commence en tout cas le mois prochain, mais je veux pas en faire trop souvent. Enfin, à part sur des projets qui sont vraiment genre pépites, mais sinon non. Et ensuite, le troisième canal de monétisation que j'ai, c'est que j'ai un supplément de la newsletter qui est payant mensuel. C'est 6 euros par mois. Et qui permet, et dedans, c'est vraiment une analyse précise de crypto qui sont des petites pépites dans lesquelles voilà, c'est vraiment une super opportunité d'investir. D'accord. Et là, par contre, c'est du B2C, c'est-à-dire que c'est les personnes qui te lisent qui peuvent s'abonner et payer 6 euros par mois pour recevoir cette newsletter. Ouais. D'accord, ok. Donc 3 canaux. Ok, c'est pas mal, hein, du coup. Justement, c'est quoi tes conseils si on veut monétiser son contenu Est-ce qu'on peut monétiser? Bon, déjà, on l'a dit, toi, tu es sur un contenu quand même qui est très spécifique et puis qui rassemble une certaine communauté qui est très fidèle. Mais si moi, j'écris du contenu régulièrement sur un sujet qui est un peu plus, on va dire, entre guillemets, de masse ou populaire, est-ce qu'il y a un moment où je peux arriver à monétiser ce contenu-là? J'en sais rien, franchement. La seule chose que je peux te dire, c'est ce qui m'est arrivé pour moi, mais je suis pas du tout une experte de la monétisation de contenu. Je sais pas. Ok. Du coup, justement, on va arriver sur la partie crypto-monnaie. Donc, moi, je connais rien du tout. Ok. Est-ce que, justement, à partir de combien je peux investir dedans? Comment ça se passe?
ce que tu peux nous donner, les premiers tips. Bah, moi, ce que De je trouve base. cool, c'est de mettre genre 50 euros sur soit le Bitcoin, soit l'Ether. Tu vois, les deux plus grosses cryptos qui existent dans le monde. Parce que ça te permet en fait d'avoir un pied dedans. Et comme ça, c'est pas un gros risque. En vrai, tu perds 50 euros. Faut vraiment faire en fonction de ton budget, évidemment, mais tu perds 50 euros. Bon, ben, c'est pas grave, tu vois. C'est genre 2 restos de moins dans le mois, Oui. tu vois. Oui. Mais au moins, tu as un petit intérêt à te dire, OK, mais 50 euros, ils sont devenus quoi aujourd'hui? Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que machin? Et de commencer à creuser. Après, moi, je trouve que quand tu connais rien en crypto, investir, c'est presque comme jouer au casino. Donc, il faut absolument très vite se former sur le sujet. D'accord. C'est bon, c'est pour ça qu'elle existe, ma newsletter. Hein, c'est vraiment pour me dire, OK, Ouais. c'est des gens qui ont fait leur premier investissement, commencent à investir, mais qui maîtrisent pas tous les aspects du sujet. Et donc, du coup, je vais les nourrir avec une partie avec un peu d'actu sur le sujet, actu de la semaine sur le sujet, une partie avec vraiment un sujet de fond, genre comment ça fonctionne la blockchain, c'est quoi les relations entre le Bitcoin et Ethereum, qu'est-ce que tu peux faire, c'est quoi un stablecoin, enfin voilà, vraiment tout plein de sujets comme ça qu'il faut comprendre et connaître pour être à l'aise dans l'univers. Et ensuite, je fais toujours un zoom sur une crypto que je trouve intéressante pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc pour moi, ça, c'est une bonne méthode d'apprentissage. D'accord. Mettre au moins minimum 50 euros et voir après comment ça fonctionne. C'est-à-dire que une fois que je les ai mis, par exemple, sur Bitcoin, je dois aller chercher, je dois aller regarder régulièrement comment ça tourne, comment ça se passe. Ben, ça dépend en fait de ce que tu veux faire. En général, quand tu investis sur le Bitcoin, tu investis sur le très long terme. Donc, tu n'as pas du tout besoin d'aller voir tous les jours ou toutes les semaines ce qui se passe, tu vois. Vraiment pas. Tu peux le mettre là et aller chercher dans 5 ans bah, combien ça vaudra. Bah, ça vaut beaucoup d'argent. Tu vois, ça, c'est un truc qui est possible totalement. Mais c'est possible que sur certaines cryptos. Après, si jamais ton objectif, c'est de te dire, bah, OK, ça rentre dans ma stratégie d'investissement. Donc, ça veut dire que je veux investir tous les mois en crypto parce que je cherche à faire un rendement. Je veux calculer d'avoir 60% de rendement, par exemple, par an. Comment est-ce que tu Ouais. fais ça? Bah, dans ce cas, tu vas commencer à creuser un peu, à dire, OK, donc j'ai un plan d'investissement. Donc, combien est-ce que je suis prêt à investir? Combien je veux investir par mois? Ma stratégie long terme, elle est sur quelle crypto? Ma stratégie moyen terme, elle est sur quelle crypto? Et ma stratégie court terme, est-ce que j'en ai une? Et elle est sur quelle crypto? Et ensuite, définir, OK, donc sur le long terme, je prends des bénéfices, donc je récupère de l'argent, quand j'ai fait combien fois plus combien sur mon capital? Ou alors, je sors, je vends à perte au bout de combien sur mon capital? Parce que les cryptos, c'est hyper volatile. Il faut Ouais. vraiment savoir ce que tu veux faire, et tout ça, c'est un truc que tu poses, et voilà, et tu te notes les trucs. Moi, je partage assez souvent mes plans d'investissement dans la newsletter. Je, Bon, TikTok, vraiment un réseau qui est très top funnel, donc je peux pas expliquer des trucs trop compliqués. Ouais, donc il faut aller sur la newsletter pour Bah, la newsletter, c'est bien pour ça, mais du coup, je lance une chaîne YouTube là en décembre, pour D'accord. expliquer vraiment voilà, les trucs un peu simplement quand même. Bon, je me dis que ça pourra aider aussi. Mais c'est clair que moi, au début, j'étais paumée, quoi. Genre, franchement, j'avais investi. Après, ce que je dis à mes proches, c'est genre, en vrai, t'as pas envie de te faire chier, tu veux juste miser sur le futur, ben fais 50% Bitcoin, 50% Ethereum, et si tu t'en fous et si tu t'en fous en fait des cryptos, fais juste ça et t'inquiète, quoi, ça te rapportera un truc un jour. Mais si D'accord. t'es dans une logique un peu active de vouloir avoir de l'indépendance financière, ben ça, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est vraiment en fonction de son objectif, quoi. C'est Donc ça. là, il faut bien. Ok. Et combien de posts justement aujourd'hui? Combien de posts tu fais sur TikTok? T'en fais quoi? Une fois par jour? Mm. Ouais. Ouais, tu continues toujours là. Ouais, ouais, je continue. Non, mais ça varie entre genre 5 fois par semaine et genre 10 fois par semaine. Ça dépend vraiment. Entre 5 et 10 fois par semaine. Ouais. 5 et 10 fois par semaine. Ah ouais. Et tu conseillerais justement à tout le monde de se lancer dessus? Parce que je pense qu'on peut percer enfin, beaucoup plus facilement sur TikTok, j'imagine, que sur un Insta. Ben, disons que moi, c'était ce que je croyais. Et tous les gens à qui j'ai conseillé de faire ça, ils ont galéré, quoi. Ah oui? Réussi. Du coup, moi, je pense que oui, tu vois, pour moi, c'est un super réseau sur lequel il faut aller. Mais bon, ouais, c'est peut-être aussi, en fait, comme sur tous les réseaux, quand t'es un des premiers, quand t'es dans la nouveauté, quand t'apportes un truc qui a jamais été vu, ça marche.
Et genre, en D'accord. l'occurrence, une meuf qui parle de crypto, bah, ça a jamais été vu, donc ça marche. Et depuis, toutes les meufs que je vois qui font ça, bah, ça marche pas trop. Je sais pas, je peux Ouais. pas expliquer, mais genre, si t'arrives à Je trouver vois. un concept qui soit un peu différent, et ben, ça va fonctionner. Ouais, si tu es sur une niche et que t'es un peu la primaire du marché, t'es la première, Mm. tu peux percer quoi. Ouais, Sur un sujet en plus qui va intéresser. Ok. T'as quand même des conseils si on veut se lancer sur TikTok? totalement. Si tu veux te lancer sur TikTok, tu te mets un challenge, tu réfléchis pas parce que sinon ça va te saouler, tu vas le faire une fois par semaine et ça sert à rien, vraiment rien du tout. Et ensuite, tu fais des vidéos qui sont relativement courtes au début. Il faut que ça soit hyper dynamique. De toute façon, il te faut faire une accroche, genre accroche pour que les gens s'arrêtent. Ensuite, tu apportes de la valeur et ensuite tu fais un call to action avec des cuts qui sont hyper genre précis, tu vois. Genre tu finis à peine ton mot, la vidéo elle est cut et tu commences ton mot, la vidéo elle est cut aussi. C'est vraiment ça fonctionne comme ça. Et il faut jamais oublier que sur TikTok, tu vas passer entre une vidéo d'un mec qui chante trop bien et de meufs qui dansent trop bien, tu vois par exemple. Donc c'est D'accord. vraiment un réseau de divertissement. Donc il faut toujours y penser. Donc, il faut que les gens soient divertis quand même quand ils te voient. Donc il faut accrocher tout de suite dès la première phrase et divertir quoi. C'est ça. Ouais. Parce que ouais, entre le chat et la personne qui chante, c'est vrai que Bah ouais, enfin, tu vois, c'est genre, il faut se démarquer aussi quoi. c'est là, genre, oui, je vais t'expliquer la blockchain. Bah non, en fait, non, non, rentre. Ouais. C'est bon, je préfère le chat qui est juste derrière quoi. D'accord, ok. Donc faut se démarquer. Donc, genre, moi, Euh, des fois, je fais des trucs, je sais que je vais me faire un peu tracher, tu vois, mais genre, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, j'ai perdu 1 million en crypto. Tu vois, genre, c'était ah oui. faux. J'ai juste pas investi dans une crypto qui, si j'avais investi, j'aurais fait 1 million. Donc, c'est pas du tout perdu, tu vois. Ouais. Ça choque tellement les gens, ils sont là, genre, putain, D'accord. j'ai un million en crypto, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ils regardent la vidéo, après, ils me trashent parce qu'ils disent, non, mais t'as pas perdu, en fait. Ouais. Ouais, mais bon, c'est une accroche, quoi. Donc, au moins, ils sont restés. Donc, ouais, c'est une manière d'accrocher pour que les gens y restent. Donc voilà, les gens aiment bien un peu les trucs comme ça, un peu, Ouais. c'est un peu putaclic hein, quand même, mais voilà. Ouais. Quoi. Mais bon, ça marche. Ah oui, ça marche, et puis c'est trop, moi, ça me fait vraiment marrer, C'est quoi. drôle. Ouais, en plus, c'est drôle. Ok, c'est quoi tes prochains défis, là, pour l'année 2022? Donc, on a dit chaîne YouTube, déjà? La chaîne YouTube me laisse tomber le défi, hein. Je me suis lancé le Bah ouais. défi de faire un calendrier de l'avant crypto. Ça veut dire une vidéo par jour Ah ouais? jusqu'au 24 décembre. Ouais. Tu te lances des défis de fou, quoi. Je me suis dit pareil que sur TikTok, en gros. Ouais, sauf que là, tu pars sur des formats que tu peux faire plus longs, quoi. Ça va être quoi tes formats, justement, sur YouTube? Franchement, je sais pas. Parce que une vidéo par jour, là, en mode calendrier de l'avant, ouais, Je sais pas, mais l'idée que je me fais, c'est il faut que ça soit un peu lifestyle et que ça réponde à une question crypto à chaque fois. Ouais. Alors, tu vois, je veux que les gens suivent parce qu'ils apprennent un truc crypto et aussi parce qu'ils trouvent que c'est sympa, tu vois, d'être avec moi, etc. Parce que comme ça, au moins, c'est quand même un peu plus chill. Je pense que ça va être un peu compliqué à faire, du coup. Mais bon, ça, c'est gros Mais défi. c'est ça le gros challenge, c'est comment parler d'un sujet hyper, on va dire, entre guillemets, sérieux, tout en le rendant vraiment, voilà, pas trop genre discours devant un ordi, tu vois, c'est Mais trouver l'équilibre. bah, totalement. C'est mon gros sujet. Mais cela dit, c'est déjà ce que je fais avec la newsletter. Moi, j'ai des tonnes d'abonnés qui me disent, en fait, Caro, je vois le titre de ton article, je me dis, ça va être chiant. Et puis, en fait, je le lis parce que je sais que jusqu'au bout, ça va pas être chiant, parce que c'est drôle, parce que machin. Et du coup, j'apprends des trucs. Donc, je veux faire ça, en gros. Je vais Ouais. essayer de faire ça. Il faut le transformer maintenant, du coup, en visuel, quoi. Ouais, Ouais. c'est un gros challenge. Ensuite, Gros challenge. j'ai le bouquin qui va sortir aussi D'accord, t'as écrit un bouquin sur les cryptos. sur les cryptos? Ouais, Ouais, forcément. forcément, qui va sortir aussi. Et ça, c'est un gros challenge pour moi. Et après, ben, tu vois, je sais pas quoi. Vraiment, moi, je suis le flow. Hein. Ouais. Bah, écoute, t'as déjà des super, enfin, déjà ça marche bien et t'as déjà des super projets qui arrivent, quoi. Donc je vais regarder la chaîne YouTube avec. J'attends de voir ça. Non, vraiment, je suis hyper curieuse de voir comment tu vas rendre ça. Ah oui, mais l'avantage, c'est que j'ai quand même une tolérance au ridicule qui est assez haute. Bah, C'est ce qu'il faut aussi hein, quand tu fais des trucs sur. bah ouais. Et du coup, tu vois, bon, Mais c'est cool parce que tu sais, on a vachement de mal. Alors, toutes les femmes avec qui je parle, il y en a beaucoup qui ont du mal à passer devant l'écran. Donc c'est une barrière, un frein parce qu'on a peur de pas être, voilà, d'être ridicule ou de pas, enfin, tu vois, de pas accrocher. Enfin, il y a toutes ces peurs là qui sont là et ah non, c'est génial. Ça. Enfin,
de se mettre devant l'écran. Et pas... Justement, quand tu as commencé sur TikTok, c'était ta première expérience devant un écran? Attends, je réfléchis. Bah, j'étais déjà passée quelques fois, tu vois, dans des émissions télé ou quoi, avec ma précédente boîte. Donc, mais bon, c'était des trucs très sérieux. Je risquais pas d'être ridicule, quoi. Là, Ouais. c'était la première fois un peu, ouais, sur un peu divertissement, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, bon, j'y vais, je me lance. Et, Ouais, je me suis dit, de toute façon, casser barrières de toute façon. j'ai la honte devant des gens que je connais pas, c'est pas très grave pour moi. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, le truc, c'est que maintenant, tous les gens que je connais me connaissent, me savent que je suis sur TikTok. Et j'ai même des gens de TikTok genre, par exemple, des fois, je suis en formation, genre, je forme des startups. Et puis, il y a un gars dans la formation qui me dit, ah, mais oui, mais je te suis sur TikTok. Et moi, je suis là, genre, oh la honte, oh la honte. Mais en vrai, je dis la honte, mais je m'en fous, enfin, tu vois, c'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave. Enfin, derrière, après, les gens, ils te suivent parce que voilà, tu leur donnes des infos et tout, ça leur plaît, quoi. La façon dont tu communiques, donc je pense que sur YouTube, ça va le faire aussi. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Est-ce que tu peux justement, quelques questions encore, nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire, Caroline? Ouais, carrément. Je suis très inspirée par Nina Ramel. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, parce que j'ai interviewé, c'était l'épisode juste avant. Si. Ok, alors, je suis très impressionnée par Flore Egnel, Egnel, Ouais, qui est la secrétaire générale d'un incubateur de l'entrepreneuriat féminin qui s'appelle Willa. d'accord. Et elle a vraiment une mission, bah, du coup, qui est d'accompagner les startups qui sont portées Par des principalement femmes. par des femmes. Elle est géniale. Enfin, franchement, moi, quand j'avais ma startup, justement, je suis passée par eux et elle m'a tellement aidée, que ça soit quand j'ai eu des associés qui sont partis, quand j'ai revendu ma boîte, enfin, tous ces éléments-là, genre, c'est une meuf incroyable. D'accord, ok. C'est noté. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne? Euh, alors, en général, ce que je me dis, je sais pas si ça sera très bien dit, mais c'est fait au lieu d'essayer de bien faire, quoi. C'est en D'accord. gros, genre, on verra plus tard pour bien faire. Pour l'instant, on fait et ensuite, on voit ce qui se passe. Ensuite, on verra après. Ouais, exactement. Et puis, est-ce que tu as un livre, un podcast ou un documentaire que tu nous recommanderais? Alors, en podcast, je recommande, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je recommande tellement fort Le cœur sur la table. Ah oui. Ouais, parce que, genre, ouf. Et en livre, je recommande, parce que je viens de le finir et je l'ai adoré, un bouquin qui s'appelle Le temps est infini de Fabien Olicard. Ouais, Euh, ouais, Fabien Olicard, ouais, très voilà, connu. génial, j'adore. Génial, t'as adoré? Ouais, j'ai Ok. adoré. Bon, bah, je vais mettre les références sur le Que site. je vais pas vous recommander le bouquin que j'ai à côté de moi, qui s'appelle Token Economy. Et Ouais, c'est autre chose là. Je pense que je vais peut-être pas aller plutôt sur Fabien Olicard. non, c'est ça. C'est mieux pour tout le monde, je crois. Ouais, c'est moins cool peut-être. Ok, si on veut t'écrire, ça se passe où? Bah, si on veut m'écrire sur LinkedIn, Caroline Jurado, sur Insta, Caroline Jurado. Ok, et on n'oublie pas, pour toutes celles qui veulent s'améliorer dans la vente, il y a ton site sur lequel tu proposes des formations de vente. C'est clair, j'avais oublié cette histoire, mais grave. Ouais. Je te fais la promo. Avec grand plaisir. Un mot de la fin, Caroline? Bah écoute, grand merci de m'avoir invitée. Je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent, je crois que ce sont majoritairement des femmes, de se rendre compte qu'elles sont capables de tout faire. Parce que bah, c'est vrai, quoi. Bah ouais, ouais. C'est totalement, je suis d'accord. Et même de mieux faire. Exactement. Bah merci Caroline. Bah merci à toi, Fatima. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.